Au cœur des ombres des légendes et des manuscrits oubliés, un mystère persiste, inquiétant comme un murmure répercuté dans les couloirs de la nuit. Pourquoi parmi toutes les créatures de l'occulte, les vampires, ces prédateurs immortels, capables de subjuguer du regard et de vider l'âme d'un simple effleurement, ont-ils besoin d'être invités pour pénétrer? Quelle force invisible les empêche de franchir le seuil d'une maison sans permission? Serait-ce là un simple artifice des contes anciens pour renforcer la tension narrative, ou cela dissimule-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche au fondement du monde spirituel, du libre arbitre et des barrières sacrées entre l'humain et l'inhumain? La réponse pourrait bien se situer au-delà de la mythologie classique et beaucoup plus près d'anciennes lois arcaniques qui régissent la frontière entre les mondes. L'invitation, loin d'être un détail anodin, peut représenter l'un des plus anciens contrats, le moment où l'humain renonce à sa protection, permettant à l'obscurité d'entrer de son plein gré. Dans cette plongée obscure, nous explorerons les secrets qui se cachent derrière cette règle, apparemment fragile. Nous parcourons des cryptes oubliées, des rituels ancestraux et des pactes scellés par des mots chuchotés au clair de lune. Nous révélerons comment l'invitation est peut-être le plus puissant symbole du pouvoir, du choix et de la reddition. Préparez-vous à traverser la frontière invisible entre le connu et l'interdit, où l'horreur véritable ne réside pas dans la morsure du vampire, mais dans l'instant où volontairement nous lui ouvrons la porte. Depuis l'Antiquité, de nombreuses cultures croyaient que le foyer est plus qu'un simple abri physique. Il est un espace sacré, entouré de barrières spirituelles invisibles. Dans les traditions slaves, celtiques et méditerranéennes, la maison était perçue comme un microcosme protégé, un point de résistance contre les forces chaotiques du monde extérieur. Les portes et fenêtres n'étaient pas de simples ouvertures, mais de véritables frontières magiques, scellées par des rituels quotidiens, des croyances et des symboles de protection. Lorsque l'on évoque la figure du vampire, on pénètre directement dans ce terrain symbolique où la violation du foyer signifie la destruction de l'équilibre spirituel. L'invitation, dans ce contexte, apparaît comme la clé qui dissout la muraille protectrice. Plus qu'une permission verbale, elle représente un consentement métaphysique, la rupture du sceau de protection par la volonté même de l'habitant. C'est comme si, en prononçant « entre », nous ouvrions non seulement la porte de la maison, mais aussi celle de l'âme, nous rendant vulnérables à l'envahisseur de l'au-delà. Le vampire, alors, ne viole pas la demeure. Il guette, patient, la livraison volontaire. Cette attente n'est pas une contrainte, mais bien partie intégrante de sa sinistre partie. Il ne désire pas seulement le sang, il désire que la victime dise oui. Dans les rituels de protection décrits dans les grimoires médiévaux et les textes occultistes, l'avertissement est toujours clair. Rien n'entre sans être appelé. Des esprits aux entités les plus puissantes, le simple fait qu'un humain, même inconsciemment, accorde la permission suffit à rompre les défenses naturelles. Les anciens croyaient que toute force de l'au-delà a besoin d'une fissure, d'un désir, d'un geste minimal d'accueil pour pénétrer dans le plan physique. Pour les vampires, l'invitation serait précisément cette fissure rituelle. Une fois invité, il devient partie intégrante de l'environnement, échappant aux lois qui le tenaient à distance. Fait curieux, de nombreux rites d'exorcisme utilisent le principe inverse. L'exorciste proclame que l'entité n'a plus la permission de rester, restaurant ainsi le sacré. L'invitation au vampire est en revanche le rituel profane, l'inversion de l'exorcisme. C'est l'acceptation du profane dans le sacré. C'est pourquoi souvent, le vampire prend des formes séduisantes, nobles ou mystérieuses. Il doit conquérir la permission par autre chose que la force. Il a besoin du désir de l'autre. Il n'envahit pas comme un voleur, il charme comme un invité. De plus, un parallèle profond existe entre cette règle et les anciens concepts d'hospitalité sacrée. À l'époque classique, refuser abri à un étranger pouvait être puni par les dieux. L'hôte était vu comme celui qui fait le lien entre le monde et l'inconnu. L'entrée du vampire, dans ce sens, dénature cette hospitalité ancestrale. Il n'est plus le voyageur perdu.
Il est l'obscurité déguisée en noblesse, attendant le moment de corrompre l'un des pactes les plus anciens de l'humanité, celui d'accueillir sans être détruit. La figure du vampire attendant l'invitation porte ainsi une ironie cruelle. Il inverse tout ce que nous connaissons du refuge, du foyer et de la sécurité. Il démontre que le plus grand danger n'est pas le monstre tapi dehors, mais notre disposition à le laisser entrer. Car le mal qui vient de l'extérieur peut être combattu. Mais le mal que nous invitons, celui-là a déjà gagné. L'idée de l'invitation comme rite de passage pour des entités surnaturelles ne se limite pas aux récits vampiriques. Bien avant les légendes gothiques, des civilisations anciennes consignaient des pratiques et des croyances délimitant des frontières sacrées, nécessitant permission pour franchir le voile entre mondes. Cette tradition est aussi ancienne que l'idée même d'une séparation entre le monde des vivants et celui des morts. Voile subtil que seul rituel, parole ou consentement symbolique peuvent en traverser. Dans l'Égypte antique, par exemple, les prêtres invoquaient Dieu et mort avec une extrême précaution. Il fallait entonner des formules exactes, ouvrir des portails spirituels avec soin et surtout, ne jamais permettre à une entité de franchir les limites sans autorisation officielle. Un esprit sans invitation était un esprit errant, dangereux, et son entrée rompait les lois cosmiques de Maat, l'ordre universel. De même, dans les pratiques de chamanique de divers peuples indigènes, le contact avec l'au-delà s'effectuait toujours dans un cercle rituel où le chaman, médiateur entre les mondes, contrôlait strictement qui pouvait franchir les frontières spirituelles. Dans la tradition juive, le Talmud et d'autres textes mystiques suggèrent que démons et entités inférieures ne peuvent habiter les lieux où le nom de Dieu est présent, ou où les portes ont été scellées par des bénédictions spécifiques. Ce concept renforce l'idée que l'entrée n'est possible que par une brèche, qu'elle soit symbolique, spirituelle ou littérale, d'où la pratique d'apposer des mezuzos aux portes, petits parchemins avec des passages sacrés, censés empêcher l'accès des forces négatives. C'est essentiellement l'opposé de l'invitation. C'est la fermeture rituelle du foyer contre le profane. Fait surprenant, le folklore oriental résonne lui aussi de cette idée. Au Japon, les yurei, ou esprits vengeurs, ne peuvent pénétrer les maisons protégées par certains charmes, mais ils peuvent être attirés si quelqu'un à l'intérieur ouvre une faille émotionnelle, tel qu'un deuil non résolu ou une profonde rancune. C'est un véritable appel émotionnel, consentement subtil, qui n'a même pas besoin de mots pour briser les barrières spirituelles. Dans le contexte vampirique, cette notion devient encore plus périlleuse. Un être qui manipule les émotions, séduit et crée des vulnérabilités jusqu'à rendre l'invitation inévitable. Dans les anciennes cultures nordiques, on distinguait l'Anangar, ceux qui sont à l'intérieur du cercle de l'ordre, et l'Utangar, ceux qui sont hors, dans le chaos. Un être d'Utangar ne pouvait traverser vers l'Inangar que s'il était accepté, invité, intégré. Les morts, par exemple, ne revenaient dans la maison familiale que lors de rites spécifiques de Samhain, et seulement s'il y avait offrande et paroles d'adéquate. Un esprit pénétrant, sans ces rituels, était considéré comme un envahisseur, apportant déséquilibre et ruine. Ainsi, même les morts respectaient les règles de l'invitation. Ces parallèles montrent que la règle des vampires n'est pas née du néant. Elle est l'écho d'une peur ancestrale, la peur d'ouvrir les mauvaises portes. Plus qu'un caprice narratif, l'invitation reflète le profond respect accordé autrefois aux barrières invisibles. Dans un monde où l'invisible était aussi réel que le visible, ouvrir la porte, littéralement ou métaphoriquement, était un acte de grande responsabilité. Le vampire, dans cette perspective, incarne la transgression parfaite. Il ne détruit pas le seuil, il le séduit. Il s'adapte à toutes les cultures, revêt les atours des nobles, imite les manières des saints, mais n'abandonne jamais sa nature de parasite spirituel. Son plus grand pouvoir ne réside ni dans sa force, ni dans son éternité, mais dans sa patience. Il attend que ce soyons nous qui brisions la loi. Ainsi, la nécessité d'une invitation pour qu'il puisse entrer
n'est pas une faiblesse du vampire, c'est un test pour nous. Il ne transgresse pas la loi, il nous observe simplement décider de la transgresser de notre propre chef. Parmi les voiles symboliques qui entourent la figure du vampire, aucun n'est aussi perturbant que la relation entre l'invitation et le libre arbitre. Cette créature de la nuit, bien que dotée de forces surnaturelles, dépend paradoxalement de la permission de sa victime pour franchir le seuil du foyer. Il ne s'agit pas seulement d'une barrière mystique, mais d'une représentation sombre de la liberté humaine. Le pouvoir de choisir d'ouvrir ou de fermer la porte, et par conséquent, d'accepter ou de rejeter la perdition. Au cœur de cette métaphore se trouve un dilemme spirituel profond. Le libre arbitre a toujours été l'un des piliers des religions et philosophies tentant d'expliquer la nature du bien et du mal. Si le mal pouvait nous anéantir par la force, où se trouverait la justice divine? Mais si le mal ne triomphe que lorsque nous y consentons, alors le véritable danger réside dans notre propre disposition intérieure. Le vampire, en tant que symbole, incarne cette vérité douloureuse. Le mal ne peut entrer que si nous l'invitons. Cette lecture transforme la narration vampirique en une allégorie morale. La séduction, le charme et le mystère qui entourent le vampire ne sont pas fortuits. Ce sont des outils de persuasion. Ils se présentent comme la promesse de quelque chose de plus. Pouvoir, plaisir, liberté, immortalité. Mais chaque promesse cache un coup dissimulé, une malédiction inavouée. L'invitation est donc la décision inconsciente d'accepter le fardeau de la corruption en échange d'une illusion éphémère. En observant le comportement de figures classiques de la littérature vampirique, telles que Dracula, on remarque que ses actions sont toujours empreintes de manipulation émotionnelle. Il n'envahit pas tel un monstre grotesque, mais s'insinue tel un bienfaiteur, un amant ou un maître. Il offre des réponses là où règnent les doutes, de la consolation là où sévit la solitude, du pouvoir là où s'exprime la fragilité. La victime, aveuglée, octroie plus qu'une simple permission. Elle offre son désir même d'être possédée. Et ce désir est la clé. En termes symboliques, l'invitation est la manifestation extérieure d'un désir intérieur. C'est le moment où l'être humain choisit d'abaisser ses défenses, non par ignorance, mais par soif d'expériences interdites. La maison, représentation du corps et de l'âme, s'ouvre à l'inhumain parce que, en son sein, quelque chose aspire à être touché par l'obscurité. Cela rend la figure du vampire encore plus troublante, un miroir déformant de nos propres pulsions occultes. Les récits de possession spirituelle et d'obsession à travers les siècles tournent également autour de ce même principe. L'esprit n'entre pas de force, mais se nourrit des brèches émotionnelles, des traumatismes, des peurs non résolues. De la même manière, le vampire spirituel se nourrit de la volonté dérobée, du désir réprimé, de l'impulsion inavouée. Il est en essence le produit d'une invitation silencieuse, émanant d'une âme en quête de plus que ce que le monde visible peut offrir. Il existe aussi un aspect psychologique profond dans cette symbolique. L'invitation peut être vue comme une métaphore des pactes inconscients que nous concluons avec nos propres ombres. Nous permettons à des traits destructeurs, à des vices et à des pensées corrosives d'envahir notre esprit parce qu'en eux nous voyons une promesse de soulagement, de contrôle ou d'oubli. Le vampire, de ce point de vue, n'est pas une entité extérieure. Il est la manifestation symbolique de notre accord intérieur avec ce qui nous ronge. Voilà pourquoi même dans les récits contemporains, le vampire demeure irrésistible. Il incarne le désir interdit, le pouvoir inatteignable, la liberté sans limite. Et comme toute tentation, il a besoin de notre oui, un oui qui, quoique murmuré, résonne pour l'éternité dans l'âme. Le libre arbitre, dans ce contexte, n'est pas simplement la capacité de choisir, c'est le fardeau d'assumer les conséquences. En invitant le vampire, nous renonçons à la protection, à l'innocence et souvent à notre humanité. C'est un choix qui redéfinit qui nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous craignons. Ainsi, la vieille règle du
On n'entre que si l'on est invité, n'est pas une limitation physique. C'est une leçon spirituelle. Elle nous rappelle qu'il existe des forces qui patientent, attendant notre permission, et que souvent, la véritable terreur ne réside pas dans l'attaque d'un monstre, mais dans la réalisation que nous l'avons nous-mêmes invité. Dans de nombreuses histoires de vampires, l'invitation n'est pas seulement un geste conscient, mais le point culminant d'un pacte tacite né d'un désir réprimé et scellé dans l'obscurité de l'inconscient. Cette créature ne se nourrit pas seulement du sang, mais du symbolique, du consentement ambigu, de la peur mal réglée et du désir inavoué. L'invitation, en ce sens, agit comme la matérialisation d'un archétype, le pacte avec ce qui est sombre en nous. Carl Jung, explorant les archétypes de l'inconscient collectif, identifia ces figures symboliques traversant les cultures. Parmi elles, l'ombre, qui représente tout ce que nous nions ou cachions en nous-mêmes. Le vampire est l'une de ces ombres projetées. Il reflète ce que nous redoutons, mais aussi ce que nous désirons secrètement être. Il vit à la lisière des règles, est immortel, séduisant, invulnérable aux lois humaines. Mais pour accéder à tout cela, il paie un prix, la rupture avec la lumière, le temps et le sacré. Le pacte, donc, est celui-ci, renoncer à quelque chose de pur en échange de quelque chose de sombre. Et l'invitation est le rituel qui scelle ce contrat invisible. Beaucoup de mythes suggèrent que l'invitation n'est pas toujours littérale. Un regard prolongé, une pensée de curiosité, une offrande émotionnelle involontaire peuvent fonctionner comme des signatures silencieuses, tout comme dans les rituels magiques où le consentement s'exprime par des gestes, des symboles ou même des rêves. Le vampire peut interpréter n'importe quelle brèche comme une permission. Cela intensifie l'horreur. On n'a pas forcément dit « entre », mais son âme a déjà murmuré « oui ». Dans l'ésotérisme, il existe des récits de pactes muets, accords non scellés par des mots, mais par l'intention. Les plus anciens grimoires parlent d'entités s'approchant durant les périodes de fragilité spirituelle, lorsque l'humain est perdu, vulnérable ou émotionnellement exposé. Un soupir de désespoir, une prière déformée, un désir obscur peuvent servir d'appel. Le vampire opère sur cette même fréquence. Il capte ce qui n'est pas dit, entend ce que le conscient ignore et agit quand l'âme est la plus encline à l'abandon. Les contes populaires relatent aussi des êtres qui entrent dans la vie des humains déguisés en alliés, protecteurs ou amants, pour ensuite dévoiler leur vraie nature. Mais dans presque tous ces récits, il existe un moment clé, le consentement, une bague acceptée, une promesse faite, une chanson entendue jusqu'au bout. Ce sont des pactes non prononcés, mais scellés par de simples gestes qui rompent des protections séculaires. Avec le vampire, l'invitation tient précisément ce rôle. Ce n'est pas un simple « oui », c'est le dernier maillon d'une chaîne forgée par la peur et la fascination. Et qu'est-ce que cela nous dit de nous-mêmes? Que le plus grand danger n'est pas la créature qui rôde dehors, mais le vide que nous portons en nous. Le vampire n'est pas un envahisseur par nature, il est un répondeur. Il surgit là où une faille existe, là où règne le doute, là où le désir de franchir les limites se fait sentir. Cela fait de chaque victime la co-autrice de son propre destin, et de chaque attaque, une danse macabre d'attraction et de répulsion. Cette logique se retrouve également dans les romances modernes, entre humains et vampires, si prisées de la culture populaire. Dans ces récits, l'invitation devient souvent le symbole d'un abandon amoureux. Mais sous les apparences de passion, ce qui se cache demeure l'ancien pacte de sang, l'offrande de l'Mka, moi, en échange d'un amour immortel qui consume, corrompt et redéfinit. Même dans ce contexte plus doux, l'architecture du pacte persiste. L'invitation reste le geste de celui qui consent à se fondre dans ce qui, par essence, est destructeur. Comprendre l'invitation comme archétype, c'est plonger dans les profondeurs de la psyché humaine. Il ne s'agit pas seulement de laisser pénétrer un être mythologique, mais de reconnaître le moment où nous ouvrons l'âme à ce qui peut nous consumer. C'est un pacte non prononcé, mais scellé par l'essence même. Le vampire,
en ce sens, n'est pas une créature qui a besoin de l'invitation. Il l'exige comme symbole du contrat. Il ne souhaite pas seulement entrer, il veut être accepté. Il veut que vous choisissiez sa présence. Et, une fois choisi, il ne sera plus jamais un simple visiteur. Depuis les époques les plus primitives, les peuples anciens comprirent que certains espaces et certains instants sont sacrés parce qu'ils se situent au seuil, cette ligne ténue et dangereuse entre le monde connu et l'inconnu, porte, fenêtre, carrefour, lever et coucher du soleil, seuil du sommeil. Tous sont des points de transition, des zones où les règles du quotidien s'affaiblissent et où l'invisible peut se manifester. L'invitation au vampire s'inscrit exactement dans ce contexte. C'est un rituel de seuil, le moment précis où l'on permet la traversée de ce qui n'appartient pas au monde des vivants. Les rituels de seuil existent dans presque toutes les cultures. Lors des funérailles antiques, par exemple, il était courant d'enterrer les morts avec des pièces ou des objets magiques pour faciliter leur passage vers l'autre monde, et surtout pour veiller à ce qu'ils ne reviennent pas. Dans de nombreuses communautés d'Europe médiévale, on pratiquait la coutume sacrée de sceller portes et fenêtres avec des croix ou des herbes sacrées chaque nuit, en particulier lors du solstice ou de la Toussaint. Ces barrières symboliques protégeaient les familles de l'entrée de l'autre côté. Le foyer, dans ce cas, était perçu comme le dernier bastion de l'ordre, et chaque ouverture devait être contrôlée, délimitée et, si nécessaire, refusée. Le vampire, en tant que créature liminaire, vit précisément dans cet espace intermédiaire. Ni vivant, ni mort, ni esprit, ni chair. Il est un transgresseur naturel des frontières, tout en étant paradoxalement contenu par elles. Car passer d'un monde à l'autre exige un rituel, exige un geste d'ouverture, une invitation. Dans la tradition romaine, par exemple, il existait la pratique du limen tangere, le toucher du seuil. Toute mariée, franchissant pour la première fois la porte de la demeure de son époux, était portée à bras car on croyait que le seuil était un lieu de vulnérabilité spirituelle. Si un esprit rôdait, il pouvait s'emparer d'elle à cet instant de passage. Cette croyance révèle l'importance rituelle du simple acte de franchir une porte et comment il a toujours exigé un geste de protection ou de permission. L'entrée du vampire, alors, inverse ce rite. Il n'est pas porté au-dessus du seuil. Il attend d'être invité, car une fois invité, il ne franchit pas seulement la barrière, il l'annule. Il transforme un espace de protection en territoire profane, où sa présence devient légitime. C'est comme si, en prononçant « entre », l'habitant effaçait les symboles anciens et les protections invisibles, réduisant le seuil à une simple ligne au sol, et plus, à une frontière entre mondes. Ce concept est renforcé par des légendes, décrivant des vampires immobiles, silencieux, postés sur le pas de la porte, attendant. Il y a dans ce geste d'attente une terreur profonde. Le monstre ne force pas l'entrée, il observe, il fait de l'habitant le véritable agent de sa ruine. La scène la plus terrifiante n'est pas l'attaque violente, mais l'hésitation, cet instant où quelqu'un approche la poignée de porte, la main tremblante, sans savoir qu'il est sur le point de franchir, non pas un espace, mais un destin. Le seuil lui-même porte un symbolisme intérieur. Il représente le choix, la transition entre la peur et le courage, entre le silence et la parole, entre l'ignorance et la révélation. Inviter le vampire est donc plus qu'un acte physique, c'est un passage psychologique. C'est la décision de laisser entrer l'inconnu, d'abandonner la protection de l'habituel pour accueillir ce qui est dangereux, fascinant et transformateur. Et que se passe-t-il lorsque ce rituel est corrompu, lorsque l'invitation est donnée par erreur, par séduction ou par désespoir? La réponse se trouve dans des milliers de contes, des paysans de Transylvanie aux récits urbains modernes. La maison, jadis sanctuaire, devient prison. Le foyer, jadis rempart contre le chaos, se transforme en théâtre de la perdition. La frontière a été violée, non par la force,
mais par le choix. Au fond, les rituels de seuil nous rappellent que tout contact avec le surnaturel exige préparation. Toute traversée doit être faite en pleine conscience, et toute porte ouverte risque de ne jamais se refermer. Les mots sont plus que de simples instruments de communication. Depuis la nuit des temps, on les considérait comme des instruments de pouvoir, capables de façonner la réalité, d'invoquer des forces et de sceller des destins. Dans les rituels anciens, chaque mot prononcé avait un poids spirituel. Et dans la narration vampirique, l'invitation n'est pas seulement un acte, c'est une parole rituelle, une libération verbale qui déverrouille ce qui était scellé. En prononçant « tu peux entrer », l'hôte transforme la parole en clé mystique rompant les lois du sacré. Ce pouvoir de la parole se retrouve dans les traditions religieuses et magiques du monde entier. Dans les grimoires médiévaux, prononcer des noms secrets pouvait invoquer ou bannir des esprits. Dans le christianisme, le verbe s'est fait chair, la parole était Dieu. Dans l'hindouisme, les mantras sont chantés pour modifier les états de conscience et accéder à des plans supérieurs. Dans le judaïsme mystique, on croit que connaître le nom véritable des choses confère pouvoir sur elles. Tout cela converge vers une idée. La parole, lorsqu'elle est portée par l'intention, possède un pouvoir créateur ou destructeur. Dans le cas de l'invitation au vampire, la parole prononcée agit comme une autorisation spirituelle. Même dite de façon naïve, sans intention ésotérique, elle produit un effet rituel dès lors qu'elle est prononcée dans le contexte sacré du foyer. Le simple « entre » devient une formule occulte, une concession vibratoire qui modifie les règles de l'espace. Le vampire, créature liée au domaine du prohibé, a besoin de cette validation pour ne pas enfreindre les lois occultes. Il exige la complicité, et le langage en est le vecteur. Plus encore, l'invitation rompt le silence sacré. Dans de nombreuses traditions, le silence est un bouclier, protégeant contre l'erreur, contre l'invocation accidentelle, contre l'ouverture de portails indésirables. Le fait de parler, surtout la nuit, à la porte, en réponse à une présence incertaine, brise cette barrière protectrice. Le foyer, endormi sous un voile de silence, s'éveille à la vibration de la parole, et le vampire profite de cette onde pour franchir le seuil. Curieusement, de nombreuses légendes insistent sur l'importance de ne pas répondre à l'appel de certaines entités, en particulier celles qui frappent à la porte ou imitent des voix familières. Les esprits imitateurs, par exemple, tentent de duper les habitants pour obtenir une permission verbale. Ce schéma se retrouve chez les vampires, qui prennent souvent des formes rassurantes ou séduisantes. Leur but n'est pas de forcer l'entrée, mais d'inciter au verbe. La victime, en prononçant l'invitation, scelle sa propre vulnérabilité. Le mot devient un sceau inversé. Au lieu de protéger, il déverrouille. Dans certains récits roumains, on rapporte que des vampires restent à la porte pendant des nuits entières, murmurant des paroles envoûtantes, récitant des poèmes, cherchant à arracher un simple geste verbal. Cela montre que l'invitation n'est pas qu'une formalité. C'est un rituel, un échange, une concession faite de plein gré, même si elle est manipulée. Le vampire le sait, c'est pourquoi il attend, c'est pourquoi il chuchote. Et un autre aspect troublant, l'écho du mot. Une fois prononcé, la permission ne peut être annulée. Même si la victime se repent, la barrière est brisée. Le vampire peut sortir et revenir autant de fois qu'il le souhaite. Cela renforce le symbolisme du pacte. Les mots ont un poids, et certains mots ne se reprennent pas. Le « entre » est une clé qu'on ne peut arracher de la serrure. C'est une porte qu'une fois ouverte, on ne referme plus tout à fait de la même façon. Dans les pratiques occultistes les plus poussées, on trouve des avertissements formels contre l'usage inconsidéré de la parole rituelle. Un nom prononcé hors de propos peut invoquer ce qu'on ne souhaite pas. Un ordre prononcé avec colère peut causer un malheur. L'invitation au vampire, dans ce contexte, est la conséquence d'une ignorance rituelle. C'est l'usage imprudent de la parole, en un moment de faiblesse émotionnelle. Et le vampire, force du déséquilibre, réagit aussitôt. Le langage n'est donc pas seulement un moyen d'expression, c'est un mécanisme magique. L'invitation verbale au vampire est le rite le plus ancien
déguisé en politesse moderne. C'est un sortilège caché derrière la courtoisie, et en le disant, même sans le savoir, nous participons à un théâtre ancestral, où chaque syllabe porte le poids d'un pacte millénaire. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un frappera à votre porte la nuit, et que vous serez tenté de répondre, souvenez-vous que certains mots ouvrent davantage que des portes. Ils ouvrent des chemins d'où l'on ne revient pas toujours. La figure du vampire, patient à la porte, ne doit pas être vue seulement comme prédateur. Il est aussi un juge silencieux. Sa présence, son attente, son besoin de l'invitation, tout cela fait de lui un sombre miroir de l'âme humaine. Il teste, observe, sonde. Il ne force pas l'entrée. Il se contente d'être là, laissant l'humain révéler son degré de vulnérabilité. En ce sens, le vampire est l'arbitre d'une épreuve spirituelle, où le critère n'est ni la force, ni la foi, mais l'état intérieur de celui qui habite. L'invitation, lorsqu'elle est enfin prononcée, est plus qu'une permission. C'est l'exposition d'une faiblesse. C'est la révélation d'une âme sans protection, d'un esprit fragile, d'un cœur déjà blessé ou séduit. Le vampire n'entre donc que lorsque la muraille intérieure est déjà compromise. Il ne brise pas les défenses, il se glisse par les brèches ouvertes. Cette lecture symbolique renvoie aux anciens tests de pureté spirituelle. Dans bien des traditions, on croyait que les forces obscures ne pouvaient toucher que ceux déjà en déclin spirituel. Le mal ne s'imposait pas de l'extérieur, il s'insinuait de l'intérieur. Le foyer, symbole du temple intérieur, était protégé tant que le cœur restait ferme. Mais un seul instant de désordre interne, colère, solitude, désir refoulé, suffisait pour rendre les portes fragiles. Le vampire détecte ces signes comme un chien renifle le sang. Il perçoit le déséquilibre, l'absence d'harmonie, et se poste là où il sait qu'il sera tôt ou tard appelé. Le plus troublant est que le vampire ne juge pas au sens moral usuel. Il se moque du bien et du mal. Il ne reconnaît que la vibration de l'abandon. Sa justice est silencieuse, presque indifférente. Il agit selon ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, presque toujours, c'est un humain partagé entre la peur de la perte et l'attrait de l'interdit. Dans les vieilles légendes, on redoutait l'heure faible, ce moment où, à la tombée de la nuit, on se sent seul, confus, en proie aux doutes existentiels. C'est alors que les esprits des ténèbres venaient de frapper à la porte, et les anciens répétaient « La protection se trouve dans la fermeté de l'âme. La porte ne s'ouvre que si le cœur a déjà cédé. » Le vampire est la version contemporaine de cette légende. Il ne détruit pas le foyer, il s'attaque à la conviction de celui qui l'habite. Dans de nombreux récits, les vampires choisissent soigneusement leurs victimes. Ils n'attaquent ni les mieux protégés, ni les plus distraits. Ils recherchent ceux en crise, ceux fatigués de la lumière, ceux qui ont déjà murmuré, sans s'en rendre compte, le désir de quelque chose au-delà de la routine mortelle. Ceux-là émettent une invitation invisible, une vibration que le vampire perçoit, même aucun mot n'ait été prononcé. Pourquoi attend-il donc à la porte au lieu d'envahir? Parce que sa mission n'est pas seulement de se nourrir, c'est de mettre à nu, mettre en lumière le degré d'affaiblissement spirituel de l'humain. L'inviter, ce n'est pas juste donner une permission, c'est avouer une faiblesse. La victime, en disant « entre », révèle qu'elle ne croit plus en sa propre forteresse, qu'elle ne craint plus l'inconnu, qu'elle a déjà renoncé à résister. C'est un acte de reddition déguisé en courtoisie. Cet aspect rend le vampire plus profond qu'une simple menace physique. Il devient un symbole de jugement occulte. Il jauge l'âme, non pas avec des lois ou des balances, mais par son attente. Et si l'invitation vient, il ne fait que confirmer ce qui était déjà décidé au fond de la victime. Il existe d'ailleurs une logique perverse dans ce processus. Plus l'humain résiste, plus le vampire apparaît comme une promesse. Il ne se présente pas comme une menace, mais comme la réponse à la solitude, au désir, à la douleur. Il n'enfonce pas la porte, il charme l'esprit. Et quand l'esprit ne distingue plus la peur du désir, l'invitation devient inévitable. Ainsi, le vampire révèle que la véritable bataille
ne se situe pas à la porte de la maison, mais dans la conscience. Il est le juge muet. Il n'accuse pas, ne parle pas, ne punit pas. Il observe, attend, et ne franchit le seuil que si on l'appelle, à l'image de tout bon exécuteur du désir humain. Le foyer, dans l'histoire spirituelle de l'humanité, a toujours été considéré comme un espace sacré, non seulement un abri physique, mais l'extension de l'âme, de l'ancrage ancestral, du lien invisible entre les générations. C'est le centre d'où émanent l'ordre, la protection et l'identité d'un peuple, d'une famille, d'un individu. Quand le vampire est invité à entrer, cette structure sacrée n'est pas seulement violée, elle est corrompue de l'intérieur. Le profane ne casse pas le temple, il s'y infiltre avec élégance, transformant l'autel en sépulture. L'invitation devient alors le moment de l'inversion rituelle, l'instant où le profane est accueilli comme légitime dans un lieu qui, par essence, devrait repousser le mal. Symboliquement, c'est l'équivalent d'allumer des bougies noires sur un autel de mariage. C'est le geste qui dit « j'accepte », mais non pas l'union avec le sacré, plutôt avec ce qui détruit. Dans les traditions anciennes, diverses formules protégeaient le foyer, celle au seuil, symbole runique, objets en fer, prières nocturnes. Tout visait à ériger un bouclier invisible, délimitant le territoire du divin contre les forces ténébreuses. Mais ces défenses restent intactes, tant que l'intégrité spirituelle des habitants perdure. Un seul acte de reddition, l'invitation, anéantit des siècles de protection ancestrale. Car permettre l'entrée, c'est dire « je ne fais plus confiance à la lumière qui me défend, mais à l'ombre qui me séduit ». Le vampire incarne cette ombre. Il est le messager du déséquilibre, de la faim insatiable, de l'éternité corrompue. Et quand il pénètre, il métamorphose le sacré en profane. La maison n'est plus un lieu sûr, elle devient hypogée. La chambre, jadis espace de rêve, se change en scène de cauchemar. Le salon, autrefois rempli de rires, se mue en silence, oppressant. Et surtout, sa présence n'est pas qu'incorporelle. Elle contamine l'atmosphère comme un miasme spirituel. Même s'il repart, quelque chose demeure. Une marque, une trace, un écho de ce qui n'aurait jamais dû franchir le seuil. Cette transgression s'exprime aussi par de petits signes. Animaux fuyant certaines pièces, plantes qui se fanent, rêves récurrents, présence ressentie, mais invisible. Autant d'indices que le profane persiste, même sans forme définie. Et, d'une certaine manière, le vampire ne part jamais vraiment. Il s'installe dans les creux, dans les espaces vides, dans les émotions inachevées, car son véritable dessein n'est pas tant de prendre le sang, c'est de redéfinir le lieu et ceux qui l'occupent. Cette invasion est si dévastatrice parce qu'elle se fait avec consentement. Le résident ne peut plaider la victime d'une agression. Il a été séduit, il a choisi, et ce choix change tout. Le vampire n'est pas un envahisseur, il est un invité qui recompose le foyer à son image. Et la demeure, temple de lumière, devient extension de la crypte. Il y a là une sombre beauté. Cette logique reflète une vérité psychologique profonde. Lorsque nous abandonnons nos principes ou cédons à ce qui est destructeur, c'est moins par la force qu'au charme. Le charme, une fois accepté, altère l'intérieur. Il corrompt le pur. Le vampire est cette métaphore vivante, cet agent du déséquilibre qui n'a pas besoin de briser les fenêtres. Il lui suffit d'être désiré. Dans certaines versions folkloriques, une fois que le vampire est entré la première fois, il peut entrer à volonté. Cela souligne l'aspect rituel de l'invitation. C'est un rite irréversible. La première permission scelle un contrat indélébile. La maison lui appartient. Ou plutôt, elle devient partie intégrante de son monde, prolongement de la nuit éternelle qu'il transporte. C'est pourquoi l'invitation est le véritable péché originel de l'univers vampirique. Non pas la morsure, non pas le sang, mais le geste apparemment innocent de prononcer « entre ». Ce geste marque la ruine du sacré et l'essor du profane. La porte, élément architectural quotidien, porte en elle une symbolique ancestrale, partagée par de nombreuses traditions spirituelles.
Elle n'est pas qu'un simple objet séparant des espaces, c'est la sentinelle entre les mondes. Ce qui se trouve d'un côté n'appartient pas nécessairement à l'autre. C'est précisément dans cette zone de transition que se joue la bataille invisible entre la lumière et les ténèbres. La figure du vampire, immobile à la porte, fixe son regard non seulement sur l'issue physique, mais sur le symbole du passage entre le sûr et le menaçant, entre l'humain et l'inhumain. Depuis des temps immémoriaux, la porte fut investie d'un rôle rituel protecteur. Dans beaucoup de cultures anciennes, des cérémonies entières se déroulaient autour de la consécration des entrées de la maison. Talisman, inscription, enchantement, tout servait à renforcer la fonction spirituelle de la porte en tant que gardienne. On la traitait presque comme un être vivant, chargé de décider qui pouvait entrer et qui devait rester dehors. Cette autorité n'était discutable qu'avec l'intervention expresse du maître de maison via l'invitation. L'invitation n'est donc pas qu'un signe de politesse, c'est un ordre magique. Elle ordonne à la porte « abaisse ta garde ». Elle révoque la fonction protectrice de l'entrée. Et le vampire le sait. Il ne force pas l'accès parce qu'il comprend l'importance de la règle. Il exige que le propriétaire trahisse son propre rempart, que le gardien baisse l'épée, que le sanctuaire soit violé de l'intérieur. Dans la Kabbale et d'autres écoles ésotériques, les portes symbolisent l'initiation. Franchir un seuil signale la transition d'un stade spirituel à un autre. Quand quelqu'un traverse l'au-delà lors d'un rite initiatique, il abandonne l'ancien soi pour accéder à une conscience nouvelle. Le vampire pervertit ce rite. Il fait du seuil une chute, non une ascension. En entrant, il n'élève pas, il abaisse. Il entraîne l'âme dans les souterrains. L'oubli de soi dissout la lumière. Fait curieux, certaines histoires décrivent la porte comme résistante, comme si elle possédait une conscience propre. Dans certains contes, elle grince, refuse de s'ouvrir, se bloque face au vampire. Cela suggère qu'au-delà de la volonté humaine, existe un instinct spirituel de résistance, même quand la conscience a déjà cédé. Mais une fois le mot prononcé, le « entre », la résistance s'effondre, la porte s'ouvre. Le pacte se réalise. Psychologiquement, la porte symbolise aussi la frontière entre le moi intérieur et le monde extérieur. Quand nous laissons entrer des pensées destructrices, des habitudes nocives ou des influences toxiques, c'est souvent par une porte intérieure que nous décidons d'ouvrir. Le vampire devient alors métaphore parfaite de ces forces qui rôdent dans notre esprit, attendant la faille, l'autorisation. Et quand celle-ci vient, même sous la forme d'une simple curiosité, d'une fragilité ou d'un désir, l'accès s'accomplit. Dans les rituels chamaniques, la porte représente le passage entre états de conscience. Le chaman ouvre des portails pour explorer d'autres mondes, mais toujours avec soin, préparation et fermeture rituelle. Que se passerait-il si quelqu'un ouvrait l'un de ces portails sans précaution? S'il laissait quelque chose de l'autre côté franchir sans équilibre, le résultat serait le chaos. Le vampire est ce chaos. Il traverse sans cérémonie, précisément parce qu'il a été invité, mais ne sera jamais dompté. L'architecture des maisons anciennes rappelle cette symbolique. Les portes étaient lourdes, ornées de symboles, souvent orientés selon des alignements solaires ou astraux. Il ne s'agissait pas seulement de protection physique, mais d'harmonie énergétique. Accueillir quelqu'un à la porte était un acte capital. Ainsi, le vampire n'infiltre pas la maison par les fenêtres ni par le toit. Il va droit à la porte. Il respecte la règle, pour mieux attendre que vous la transgressiez. Lorsque finalement, le vampire franchit le seuil, un phénomène invisible se produit. Ce qui était intérieur et sûr devient territoire infecté. La maison perd son éclat. La porte, jadis sentinelle, devient complice. Le symbole du passage devient marque de la chute. Le vampire ne convoite pas seulement le sang ou la résidence. Il désire la reddition du symbole. Il veut que la porte, vestige du sacré, s'incline. Il veut que l'humain, en l'ouvrant, accepte non seulement sa présence, mais la subversion de tout ce qui est sûr. Et une fois encore,
La terreur ne réside pas dans l'agression, mais dans le geste d'ouverture. Dans chaque culture où surgit la figure du vampire ou d'entité similaire, existe toujours une contrepartie, une force, une entité ou un symbole destiné à empêcher l'entrée du mal. On les appelle les gardiens de la nuit. Pas forcément des guerriers, mais des symboles d'ordre et de vigilance spirituelle. Ils se manifestent sous forme de guérisseurs, de saints, d'amulettes, d'animaux de garde ou par des prières. Et souvent, leur rôle principal n'est pas de détruire le mal, mais de l'empêcher d'entrer. Car une fois invité, même le plus puissant des gardiens est démuni. Le vampire respecte et hait ses gardiens, car ils incarnent ce qu'il ne peut être, ce qui protège, ce qui veille, ce qui résiste. Le chien qui aboie la nuit, la chouette qui ulule, la bougie qui vacille sans courant d'air. Ce sont autant de présences de ces sentinelles spirituelles. Elles tentent d'alerter l'habitant, de l'empêcher de prononcer l'invitation fatale. Mais souvent, on les ignore, car le vampire a déjà opéré son charme. Et lorsque le charme s'insinue, logique et instinct se taisent. Dans les Balkans, on croyait en des vampires, êtres mi-humains, mi-vampires, capables de détecter et de combattre les morts vivants. Ces gardiens humano-immortels sentaient la puanteur du mal et connaissaient son approche. Pourtant, même eux ne pouvaient empêcher l'entrée d'un vampire si l'invitation était formulée. Cela illustre une nouvelle fois le pouvoir mystique du consentement. Dans les villages de Transylvanie, on pensait que moines et ermites formaient la protection spirituelle de la région. Leur présence, leurs prières quotidiennes, leur recueillement silencieux créaient un réseau invisible contre les forces nocturnes. Mais il suffisait qu'un villageois, épuisé, curieux ou désespéré, prononce les mots interdits pour que la toile se déchire. Le vampire n'affronte pas les gardiens, il opère par contournement, attendant que l'un des siens commette l'erreur irrémédiable, ouvrir la porte. C'est pourquoi, dans tant d'histoires, le vampire ne s'attaque pas directement aux protecteurs, il les contourne, il rôde, il attend, et il agit lorsque l'habitant distrait commet la faute fatale, prononcée « puis-je entrer ?» C'est l'effondrement du maillon le plus faible, non la défaillance du gardien. Même dans nos villes modernes, cette dynamique perdue. Les récits urbains de vampires mettent souvent en scène un gardien, le concierge avisé, la voisine méfiante, le prêtre averti, l'animal de compagnie scrutant la porte. Ce sont les derniers vestiges des sentinelles de la nuit. Des protagonistes qui, souvent malgré eux, perçoivent qu'une présence ne devrait pas être là. Mais tout se perd lorsqu'un « entre » est prononcé. La fonction de ces gardiens contient un message profond. Il symbolise l'intuition, la tradition, la mémoire spirituelle, souvent écartée par le rationalisme moderne. Rire d'un pressentiment, mépriser une ancienne prière, ignorer un frisson soudain, c'est repousser les gardiens. Et le vampire le sent. Il se précipite dès que le silence remplace le chant, dès que la foi se dissipe, dès que les signes sont ridiculisés. Au Japon, les Onmyoji, prêtres domptant yin et yang, détectaient et repoussaient les esprits malfaisants. En Afrique de l'Ouest, griots et chasseurs rituels protégeaient assez les villages par leurs chants et récits, renforçant l'identité collective et la défense spirituelle. Au Brésil, les rezadeira et benzedeira font partie de cette même lignée. À la porte, un mot, une prière, un geste de bénédiction suffit à empêcher l'invisible d'entrer. Tous ces gardiens partagent une même essence. Ils ne combattent pas le mal par la force, mais par leur présence, leur attention, le rappel que le monde spirituel existe et que des règles doivent être respectées. Le vampire redoute ce rappel, car il renforce la barrière invisible qui l'empêche d'agir. Il exige l'oubli, la distraction, le sommeil spirituel. Ainsi, la mission des gardiens de la nuit demeure, aujourd'hui encore, même s'ils passent inaperçus. Ils sont ceux qui frappent à votre porte intérieure, non pour entrer, mais pour vous empêcher d'inviter ceux qui ne devraient pas entrer. Ce sont les derniers échos d'une époque où l'on savait « tout ce qui demande refuge ne mérite pas forcément refuge ». Une fois que l'invitation est lancée et que le vampire a franchi le seuil,
tout change à jamais. La maison n'est plus la même, l'atmosphère gagne en densité, et l'espace, jadis sanctuaire, devient partie intégrante d'un domaine occulté. Le plus terrifiant, pourtant, c'est que, même si le vampire repart, même s'il disparaît physiquement, la trace de l'invitation subsiste. La porte spirituelle reste entr'ouverte, jamais totalement refermée. Ce concept apparaît sous des formes variées, à travers les cultures. On raconte qu'après une visite indésirable, certaines maisons hébergent encore des apparitions. Malgré les rituels de purification, des lieux deviennent réceptacles d'invisibles, car l'invitation a créé une fissure qu'on ne parvient pas à sceller. Un espace où le temps se plie, où l'écho d'une décision résonne toujours. C'est pourquoi tant de traditions soutiennent. L'invitation n'est pas un simple instant, c'est la graine d'une malédiction potentielle. Elle active une réalité nouvelle. Une fois la barrière transgressée de son plein gré, la demeure existe entre deux mondes, ni entièrement sûr, ni complètement perdu. Et l'habitant, lui aussi, devient un seuil ambulant, un être qui n'appartient plus tout à fait à la lumière, tout en résistant à la nuit absolue. Cet état intermédiaire se manifeste par des symptômes: rêve de porte, présence ressentie malgré le silence, malaise dans certaines pièces, changement subtil du comportement des habitants. C'est comme si l'énergie de l'invitation vibrait dans les murs, attendant une nouvelle ouverture, un nouveau « oui ». Le vampire peut être parti, mais il connaît le chemin. Il peut revenir. Dans les récits les plus anciens, le seul moyen de rompre ce lien était un sacrifice symbolique. Détruire la porte, abandonner la maison ou accomplir un rituel de renoncement d'extrême. Parfois, on incendiait la bâtisse. Parfois, on la scellait avec des symboles si puissants qu'aucune créature n'y pénétrait plus. Mais les sages avertissaient: l'invitation reste dans l'âme, pas seulement dans les murs. Cette persistance spirituelle de l'invitation soulève une question encore plus angoissante. Et si l'objectif véritable du vampire n'était pas seulement d'entrer, mais de laisser sa marque, de créer un point de retour, une ancre, peut-être que chaque demeure visitée s'inscrit dans un réseau silencieux, une carte invisible de brèches spirituelles à travers le monde. Un jour, quand le besoin s'en fera sentir, il pourra les réactiver. Et s'il ne revient pas, un autre viendra, car l'invitation a été prononcée. Et la porte, bien que physique, demeure spirituellement entr'ouverte. Sur le plan psychologique, cela se traduit par des expériences qu'on ne parvient pas à clore. Traumatismes, désirs inassouvis, liens émotionnels avec ce qui n'est plus là. Le vampire symbolise aussi ces présences intérieures qui ne partent pas, parce que nous les avons nourries, désirées, parce que nous avons dit « oui », même en sachant que c'était une erreur. L'horreur de l'invitation est donc existentielle. Elle nous rappelle qu'il existe des décisions qu'on ne peut pas défaire par un simple repentir, des pactes silencieux qui, une fois engagés, laissent leurs traces dans tout ce que nous sommes. Et la présence du vampire n'en est que la métaphore, ce que nous attirons sans comprendre, ce que nous laissons entrer par faiblesse ou illusion, et qui désormais chemine avec nous, invisible. C'est pourquoi, dans les plus anciens écrits, le conseil était simple: ne répondez pas, ne regardez pas, n'ouvrez pas, car certaines présences, une fois remarquées, ne retournent jamais au silence, et certaines invitations, une fois lancées, produisent des échos qu'aucun temps n'efface. La porte est désormais marquée. On peut la bloquer de verrous, de prières, de symboles, mais dans l'ordre spirituel, elle reste une brèche, tout comme l'âme qui l'a ouverte. Il n'existe pas de retour complet, seulement résistance, apprentissage et vigilance éternelle, car le vrai cauchemar n'est pas ce qui entre, c'est ce qui demeure, même après le départ. Au fil de ce voyage dans les ténèbres de la tradition et du symbolisme, nous avons vu que la nécessité d'inviter le vampire à entrer n'est pas qu'une simple règle de compte. C'est un miroir obscur de nos vulnérabilités spirituelles, de nos choix les plus intimes et du pouvoir silencieux du consentement. L'invitation, dans son essence, est un pacte, une permission accordée non seulement par la parole, mais par le désir, le doute, la faille émotionnelle
qui s'ouvre dans les heures faibles de l'âme. La figure du vampire, attendant à la porte, n'est donc pas qu'une créature assoiffée de sang. C'est le juge de notre état intérieur, le reflet des forces tapies dans les recoins sombres de notre conscience. Il n'envahit pas, il s'insinue. Et lorsque nous prononçons « entre », ce n'est pas seulement lui qui franchit le seuil, c'est nous aussi qui traversons un passage, abandonnant la protection de l'ignorance pour pénétrer un domaine où les lois de la lumière ne s'appliquent plus. Les portes, les seuils, les rites de passage, tous ces éléments montrent que l'espace entre le sacré et le profane est plus fragile qu'on ne le croit, et que la protection, si vantée dans les rites anciens, dépend en fin de compte de notre propre vigilance. Aucune croix, aucun talisman, aucun grain de sel n'a de pouvoir face à un cœur qui a déjà dit « oui ». Ainsi, la question « pourquoi les vampires doivent-ils être invités ?» nous mène à un enseignement ancestral. Le pire des maux ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous laissons pénétrer. Il nous apprend que chaque choix, chaque mot, chaque geste peut devenir un portail, et que parfois, nous ouvrons des portes que nous aurions dû laisser closes. Nous achevons ici une nouvelle traversée du côté interdit de la sagesse oubliée. Une traversée où peut-être le plus grand mystère n'est pas le vampire, mais la nature de l'invitation qui l'attire. Les réponses que vous cherchez résident dans les questions que nul n'ose poser. Jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit.